La schizophrénie, c'est étymologiquement la maladie du fractionnement de l'esprit. Souvent confondue avec les troubles de personnalité multiples, la schizophrénie est autrement plus diverse, plus complexe et encore mal connue parfois de la recherche neurobiologique. Si l'Organisation mondiale de la santé la classe parmi les 10 maladies les plus invalidantes, peu de gens savent que l'on peut soigner la schizophrénie, parfois jusqu'à rémission des patients. D'où vient-elle? Comment la dépister? Qu'est-ce que les progrès en neuroimagerie et en neuropsychologie cognitive nous apprennent sur ce mal de la dispersion de soi? Schizophrénie, une maladie qui ne va pas de soi, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions et faire le tour de nos connaissances sur non pas la schizophrénie, mais comme on va le voir, les schizophrénies, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Giersch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INSERM dans l'unité 114 de neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie. C'est votre étude qui a été publiée début septembre sur le lien entre troubles de la personnalité et perception du temps qui est à l'origine de cette émission, qui nous a envie de parler de la schizophrénie. Et vous nous en parlerez de cette étude bien évidemment tout à l'heure. Nous avons également le plaisir d'accueillir Marie-Odile Krebs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de psychiatrie à l'université Paris-Descartes, directrice de l'équipe INSERM au centre de psychiatrie et neurosciences de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Vous pouvez suivre, bien comme chaque jour, vous le savez, c'est une tradition maintenant cette émission sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter avec des liens vers les articles que l'on va citer, un certain nombre de références qui nous ont aidé à construire et à compléter ce que nous allons nous dire tout au long de cette heure. C'est sur le fil Twitter, donc @laméthode_fc. Pour commencer par une vaste question, comment se fait-il que l'on ait tellement de mal à circonscrire cette maladie, qu'elle ait échappé aussi longtemps et qu'elle échappe certainement en partie encore, vous allez nous le dire, à la recherche biomédicale? Anne Giersch. La difficulté d'abord, c'est de poser le diagnostic en fait et de cerner les frontières diagnostiques de ce qui n'est peut-être pas une pathologie unique, mais une pathologie avec de multiples formes. Donc l'hétérogénéité même de la pathologie et la difficulté de définir des critères diagnostiques sur lesquels on est d'accord rend évidemment difficile la recherche. La recherche et l'appréhension. Comme je le disais, on dit la schizophrénie et on met finalement ensemble des troubles très différents, ou est-ce que ce sont tout de même des troubles avec une forme symptomatique commune qui permettent de définir une schizophrénie comme étant un ensemble similaire de pathologies? Marie-Odile Krebs. En réalité, ce qu'on appelle la schizophrénie ou les schizophrénies, c'est la description d'un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes où effectivement il y a une similitude avec un certain nombre de critères de la présence de telle ou telle dimension symptomatique. Maintenant, il y a cette difficulté de définition même. Les symptômes sont parfois difficiles à décrire et à représenter. Et puis il y a aussi la notion d'évolutivité qui peut être très différente d'un sujet à l'autre. Donc tout ça, c'est des choses qui compliquent les choses pour un chercheur et pour les cliniciens. Malgré tout, il y a effectivement des critères qui permettent de définir un tel répond aux critères, mais c'est une description. La grande difficulté, c'est quand on en vient aux mécanismes qui mènent à la maladie. On va évidemment définir et expliquer les critères qui permettent de poser un diagnostic, de voir comment les appréhender. Évidemment, quand on parle de troubles psychiatriques, c'est toujours un peu plus complexe. Anne Giersch, vous disiez, il y a 20 ans, les chercheurs ne savaient pas trop où ils allaient. Est-ce qu'on le sait mieux maintenant ou qu'est-ce qui a changé en 20 ans? Pourquoi est-ce que ça vous fait sourire? À cause de ces difficultés, donc dire qu'on sait où on va, oui, on a accumulé beaucoup plus de connaissances, on a encore besoin de synthétiser sans doute ces connaissances pour avoir une idée plus précise de ce qu'est la pathologie. Dans les critères diagnostiques, on en est toujours à une définition uniquement clinique, alors qu'on sait maintenant qu'il y a aussi des troubles cognitifs. Donc cognitifs, ça veut dire quoi? Des troubles de la perception, de l'attention, de la mémoire, qui affectent déjà le quotidien des patients et peut-être aussi les symptômes, et puis des troubles neurobiologiques bien sûr, qui affectent le fonctionnement du cerveau. Et tous ces
toutes ces perturbations ne font pas partie du diagnostic pour le moment parce que on n'a pas encore une vue assez intégrée de l'ensemble des troubles qu'on observe dans cette pathologie. Marie-Odile Krebs, sur cette différence depuis 20 ans, sur l'impression qu'on a tout de même peut-être élagué un peu, l'orée de la forêt. On avance, clairement on avance. On avance notamment sur certains mécanismes qui sont en jeu pour mener à la maladie. Maintenant, on a une problématique qui est que non seulement la maladie est hétérogène, mais les limites avec les autres pathologies sont floues. C'est-à-dire que quand on trouve un mécanisme, il y a certaines mutations rares qui sont associées avec un tableau de type schizophrénie, qu'on qualifie de schizophrénie, mais on se rend compte que la même mutation peut mener à un trouble du spectre autistique, à un retard, à une déficience intellectuelle ou à des symptômes obsessionnels et compulsifs. Donc, on a cette double problématique d'hétérogénéité du syndrome et de mauvaises limites avec les autres grands syndromes décrits classiquement. Ce qui est une réelle difficulté pour le chercheur et pour le clinicien aussi. Bien sûr. Alors avant d'évoquer cette symptomatologie très variée, très diverse, comme on va l'entendre dans quelques minutes, j'aimerais qu'on peut-être pose quelques notions, quelques bases d'épidémiologie. Que sait-on aujourd'hui de l'épidémiologie des troubles schizophréniques? Est-ce qu'ils touchent toute la population, les hommes, les femmes de la même façon? Que peut-on en dire? Qui veut partir sur l'épidémiologie? Marie-Odile Krebs. On sait des choses qui sont probablement très imparfaites, notamment du fait de la difficulté de la définition. Donc on tourne en rond là-dessus. Globalement, on considère qu'il y a à peu près 1% de la population générale qui souffre d'un trouble de type schizophrénique. Si on élargit un tout petit peu le cadre, comme c'est fait aujourd'hui en parlant de troubles du spectre schizophrénique, c'est-à-dire des choses qui se ressemblent, on arrive aux troubles psychotiques pour une fréquence qui va jusqu'à 2 à 3%, parce que ça inclut aussi toutes les maladies avec des troubles psychotiques prédominants, que ce soit des troubles de l'humeur avec symptômes psychotiques, ou que ce soit des troubles liés à l'abus de substances, etc., etc. En tout cas, c'est pas anecdotique, c'est 1%, c'est déjà important. Qu'est-ce qu'on en sait sur la ratio homme-femme? Alors, on a souvent dit que c'était plutôt masculin. En réalité, les formes, si on prend toutes les formes, y compris des formes un peu moins sévères, le ratio, il est à peu près homme-femme, à peu près de 1 à 1, sachant que les femmes, généralement, déclenchent la maladie un peu plus tardivement et ont des tableaux qui sont un peu moins marqués, un peu moins sévères. Les formes les plus sévères, celles qui sont les plus marquantes et celles qu'on voit malheureusement dans nos hôpitaux parce que ne répondant pas bien au traitement, c'est de façon prédominante chez l'homme. Mais c'est 2 tiers, 1 tiers maximum pour ces formes hospitalisées. Vous venez de l'évoquer, l'apparition, le diagnostic se fait en général chez l'adolescent, chez le jeune adulte. Anne Giersch, c'est une maladie qui apparaît à ce moment-là. Est-ce que ça a un lien, peut-être que je m'avance très vite, avec la fin de la maturation cérébrale telle qu'on la connaît aujourd'hui en neurophysiologie? Absolument, c'est ce qu'on pense. C'est à ce moment-là qu'il se passe plein de choses dans le cerveau et que probablement la pathologie apparaît, sachant qu'on pense en général que c'est une maladie neurodéveloppementale, ce qui veut dire que en réalité, il y a des choses qui se passent bien avant, déjà in utero peut-être, sans doute même, avec des facteurs génétiques, des facteurs inflammatoires, des facteurs environnementaux qui rendent un certain nombre de sujets vulnérables à la schizophrénie. Et toute la question est bien de comprendre comment on passe de cette vulnérabilité aux symptômes qui émergent effectivement le plus fréquemment à l'adolescence. J'ai lu dans la littérature consacrée aux troubles schizophréniques qu'il y avait un surcroît de cas en population urbaine d'une part et chez les migrants d'autre part. C'est quelque chose que vous confirmez? Alors ça, ce sont des études épidémiologiques qui ont essentiellement eu lieu à l'étranger. Pour l'essentiel, effectivement, on a sur le plan en termes de chiffres une prévalence, donc une fréquence plus élevée chez les populations migrantes, et y compris de 2e génération. Donc c'est pas seulement le fait de migrer. C'est plus. Alors la question c'est qu'est-ce que ça traduit en fait? C'est probablement des choses assez multiples parce que ce n'est pas uniquement les mauvaises conditions de vie. La schizophrénie touche tous les milieux, mais
mais probablement un mélange entre une certaine dose de stress et de stress lié à l'intégration, au fait d'être rejeté, bien intégré, mal intégré, etc. Et puis peut-être aussi, malgré tout, dans certains cas, des problèmes liés à l'environnement de vie, la fréquence de certaines infections, etc., etc. C'est pas le mécanisme lui-même, il n'est pas totalement établi, mais ce que ça souligne, c'est l'importance globalement de la situation de stress qui va être probablement un élément qui peut participer. C'est pas ça qui va déclencher. Hein. C'est ce que disait Anne Giersch à l'instant est important pour représenter peut-être les choses de façon un peu. C'est pas simpliste, mais c'est un bon modèle. On pense en fait qu'il y a la vulnérabilité à la schizophrénie est essentiellement liée à des aspects assez précoces, que ce soit génétique ou non, au cours de la vie fétale, ce qu'on appelle la première atteinte. Et puis se passe la maturation du cerveau pendant l'enfance, puis au moment de l'adolescence, qui est une période de développement absolument crucial, on pourra revenir peut-être, et à ce moment-là, il y a probablement des facteurs qui vont éventuellement déclencher. Donc c'est la deuxième atteinte, que ce soit inflammatoire, que ce soit les substances, notamment le cannabis, que ce soit le stress. Et cette lecture en atteinte en 2 temps, elle est importante parce que de savoir repérer les gens vulnérables, c'est des choses qui sont faisables avec les bons outils. Mais du coup, il faut aussi comprendre ce qui se passe au moment, comme tu le disais, Anne, comprendre ce qui se passe au moment de l'apparition des symptômes, et pour non seulement identifier des facteurs précipitants, mais des facteurs protecteurs sur lesquels on va pouvoir jouer pour limiter le risque. Voilà. Donc ces études, un peu de prévalence avec tel ou tel facteur, sont des études sur lesquelles on peut, après ça, imaginer définir quelle est la population la plus à risque et définir des actions qui pourraient permettre de modifier le cours de l'évolution. Pour boucler un peu, parce que sur cet aspect épidémiologique, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on le sait assez peu, mais alors utiliser le mot guérir en termes d'affection psychiatrique, c'est toujours aller un peu vite en besogne. En tout cas, des patients peuvent guérir ou entrer en rémission définitive. À quel ratio, quel pourcentage, si tant est qu'on puisse on le définir, Marie-Odile Krebs? Les chiffres classiques, c'est environ 20 à 30% de patients qui ont une rémission avec suffisamment peu de symptômes pour que ça modifie assez peu leur cadre de vie. Sachant que malgré tout, d'avoir une maladie sévère qui s'exprime au moment de l'adolescence est quelque chose qui va de toute façon impacter la vie du sujet, ne serait-ce que par le fait que ça va perturber les études, modifier les relations familiales, etc., etc. Donc ça, c'est les chiffres classiques. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, et ça aussi, c'est à la fois une grande source d'espoir, mais surtout un véritable challenge pour les cliniciens et pour les chercheurs, c'est que plus on soigne tôt, meilleur est le pronostic. Et là, on voit des qualités de rémission qui sont absolument phénoménales, bien loin des tableaux classiques. En fait, aujourd'hui, on considère que la schizophrénie ou les schizophrénies sont le tableau chronique d'une maladie qui, si elle peut être prise plus tôt, peut être uniquement transitoire. Et on se rapproche de modèles qu'on connaît dans d'autres domaines de la médecine, que ce soit dans le cancer, dans le diabète, etc., etc. Donc intervenir tôt pour avoir des traitements moins lourds, plus transitoires et surtout avec un bien meilleur espoir de rémission. Et justement, puisqu'on parle d'intervenir tôt, aujourd'hui, le diagnostic, on l'a compris dans ce qu'on vient de dire, est compliqué, complexe à poser. Ça veut dire qu'on estime qu'il y a beaucoup de gens. Quelle est la fraction de personnes qui ne sont pas diagnostiquées? Est-ce qu'on peut en avoir un aperçu, Anne Giersch ou Marie-Odile Krebs? Ça, c'est bonne question. Dans la mesure où ils ne sont pas diagnostiqués, justement, c'est difficile à comptabiliser. On s'attend à 1%. 1% ne sont pas soignés dans nos services et dans nos hôpitaux. Donc, dans un tableau de chiffres pour vous donner, puisque si je vous pose cette question, c'est que j'ai un élément de réponse sous le coude. Mais c'est à vous de me dire, s'il est correct ou s'il vous semble raisonnable ou non. Sur 600 000 personnes atteintes en France, donc 1% de la population peu ou prou, 400 000 seraient diagnostiqués. 400 000. Oui. Ça vous semble correct? Ce qu'on constate en tout cas, c'est que le retard au diagnostic, c'est-à-dire le délai entre le moment où tous les symptômes sont là et devrait faire poser en tout cas le diagnostic de premier épisode psychotique, éventuellement entrer dans la schizophrénie, et le moment où il y a un traitement et une prise en charge
efficace, il est en moyenne de 1 à 2 ans. Ça veut dire que pendant 1 à 2 ans, la maladie est là, elle s'exprime avec tous les critères qui nécessiteraient une prise en charge. Il y a un retard. Et pendant ce retard-là, pendant ce retard de prise en charge, c'est là où s'installe un certain nombre de problèmes, y compris en termes de capacité de récupération ultérieure. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h15, vous écoutez la méthode scientifique. Nous parlons de la schizophrénie, ou plus correctement, plus exactement des troubles schizophréniques tout au long de cette heure en compagnie d'Anne Guirch et de Marie-Odile Krebs, puisque nous avons parlé des questions liées au diagnostic. Pour poser un diagnostic, encore faut-il qu'il y ait des symptômes. Donc nous allons tenter de faire un peu l'état des lieux sur le plan symptomatique pour le moment, et bien entendu plus tard sur les marqueurs de la maladie, qui est un grand enjeu de la recherche aujourd'hui autour de ces troubles schizophréniques. Alors, posons une question, est-ce qu'il y a des symptômes connus indiscutables? Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont des marqueurs? Anne Guirch. Alors, il n'y a pas de symptômes, pathognomoniques, c'est-à-dire dont la présence permet de faire le diagnostic avec certitude. C'est un ensemble de symptômes qui vont représenter les critères pour poser le diagnostic. Et donc parmi les symptômes, il y a le délire et les hallucinations, ça c'est le plus facile à comprendre. Je ne sais pas si j'ai besoin de définir ça. Comme vous le souhaitez, parce que il n'y a pas un délire ou des hallucinations. Est-ce qu'il y a des hallucinations caractéristiques des troubles schizophréniques ou est-ce qu'elles sont extrêmement diverses? Les hallucinations peuvent être diverses. Celles qu'on connaît le mieux et qui semblent être quand même les plus fréquentes, ce sont les hallucinations acoustico-verbales, c'est-à-dire les patients entendent des voix. Mais il peut y avoir des hallucinations visuelles, synesthésiques, tactiles, c'est pas limité. Pour le délire, ça peut être des délires de persécution, mais ça peut aussi être des délires un peu plus particuliers, avec cette idée que, par exemple, les patients vont pas reconnaître leurs propres pensées et vont croire que leurs pensées sont contrôlées par une force extérieure ou que leurs actions sont contrôlées par une force extérieure, qu'on leur a mis des pensées dans le cerveau, qu'on leur a volé les pensées, que leurs pensées font écho à l'extérieur, etc. Donc ça fait partie des éléments délirants un peu particuliers. On trouve là quand même une sorte de noyau autour desquels s'articulent beaucoup de troubles schizophréniques, c'est l'incapacité à faire la distinction entre ce qui est du soi et du non-soi, c'est-à-dire de penser le soi comme du non-soi. Marie-Odile Krebs. Oui, tout à fait. Alors c'est variable aussi selon les personnes, c'est-à-dire que certaines personnes vont être capables de dire cette pensée-là, c'est une pensée qui vient qui est ma propre pensée, puis il va y avoir ces phénomènes de pensée imposée, et selon les personnes, ils vont percevoir ces pensées comme venant d'eux-mêmes, tout en étant imposées, ou étant comme si ça venait d'une personne extérieure. Rappelons juste la définition des hallucinations, c'est une perception sans objet, donc ça touche tous les sens, Il y a aussi les hallucinations olfactives très fréquentes, gustatives, etc., etc. Et puis aussi toutes ces synesthésiques, c'est les hallucinations synesthésiques, c'est les hallucinations qui touchent la perception tactile, l'impression d'avoir des parasites sous la peau ou des choses comme ça. Donc ça, c'est souvent le plus facile à reconnaître. Alors peut-être un peu moins les hallucinations intrapsychiques, c'est-à-dire ces histoires de pensée imposée, pensée diffusée, même s'ils se mettent à la technologie, donc ils ont la puce qui diffuse leurs pensées. Ça, c'est ce qui est effectivement plus facile et plus remarqué, en tout cas plus perçu comme étant un symptôme. Quant aux idées délirantes, tous les thèmes sont possibles, grandeur, persécution, fantastique. Est-ce qu'il y a souvent une dimension paranoïaque? On a l'impression dans la littérature que la persécution, la victimisation revient quand même très très souvent. Marie-Odile Krebs. Question difficile. C'est évidemment dans les thèmes qu'on retrouve de façon très récurrente. Il faut juste mesurer que ces éléments surviennent dans un contexte d'angoisse extrêmement importante. Et effectivement, ça s'accompagne d'émotions qui sont généralement des émotions négatives, plutôt un peu dépressives, un peu vraiment de tension intérieure. C'est vrai qu'il y a une espèce d'interprétation plus souvent persécutive. On reviendra peut-être sur ces aspects cognitifs aussi. La persécution vient aussi parfois quand on comprend pas ce qui se passe, on va coller une explication. Et donc on va coller une explication qui est facile à imaginer, c'est-à-dire que s'il se passe ça, c'est que quelqu'un m'en veut.
On parle de trois grands on parle de trois grands types de troubles associés. C'est un bon exercice de diction. Trois grands types de troubles associés, pardon. On parle des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire et des troubles des fonctions exécutives qu'on retrouve dans toutes les formes, dans certaines formes. Anne Giersch ? Surtout, on retrouve ces altérations très tôt, en fait, bien avant l'apparition de la pathologie. Et donc, c'est précisément, si on peut déjà en parler, c'est précisément la difficulté qu'on a quand on essaye de comprendre comment on passe des troubles premiers à la symptomatologie, en passant par les troubles cognitifs. L'attention, la mémoire, les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, il faut peut-être les définir Bien quand sûr. même. Les fonctions exécutives, c'est la capacité à manipuler l'information dans sa tête, si on peut dire les choses simplement. Ce sont aussi celles qui sont le plus explorées dans la schizophrénie, parce que historiquement, on s'est inspiré de ce qui a été fait en neuropsychologie chez les patients cérébro-lésés. C'est pas forcément non plus les explorations qui vont nous permettre de faire un lien direct avec ce qu'on vient de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire l'incapacité à se définir soi-même finalement, ou à percevoir la limite entre soi et non soi. Ces fonctions exécutives, c'est là-dessus que vous avez construit justement le protocole expérimental autour du lien. Pas du tout. Je me trompe complètement. Vous m'en reparlerez tout à l'heure. Je pensais que ça avait un lien avec les fonctions exécutives. On y reviendra. On oublie ce que je viens de dire. Parlons de la suite. Parlons des troubles de la mémoire et des troubles de l'attention. Mais les fonctions exécutives vont dans le paquet. Donc elles préexistent à l'entrée dans la pathologie. Et donc quand on s'intéresse à ces troubles, la difficulté, et c'est ce que disait Marie-Odile tout à l'heure, dans la difficulté qu'on a avec le fait que la maladie est évolutive. C'est-à-dire qu'il va y avoir des troubles qui sont associés finalement à la vulnérabilité génétique ou autre dans le développement cérébral. Et la question, c'est de savoir si effectivement, il y a d'autres troubles peut-être qui apparaissent en même temps, qui sont liés plus directement aux symptômes. Et aussi, on a des troubles, forcément, à un moment donné, tout ça va interagir. Les patients, s'ils ont des troubles, en général, ils essayent de compenser. Et donc, par-dessus, il va y avoir des phénomènes de compensation. Et donc, le rôle du chercheur, c'est d'essayer de vraiment séparer, de comprendre ce qui est lié à la vulnérabilité, ce qui est lié à l'émergence des symptômes ou pas, et ce qui est lié aux symptômes. Marie-Odile Crêpe, sur ces trois grands troubles, on parle de phase prodromique quand c'est en amont, quand ce sont ces premiers troubles qui apparaissent avant les pensées délirantes et avant les symptômes qu'on va continuer à évoquer tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut les identifier? Comment est-ce qu'on peut les identifier dans un parcours de soins? C'est difficile, comme vient de le dire Anne Giersch, de les démêler d'un simple épisode, je ne sais pas, névrotique. Alors, juste un petit point de sémantique. Prodromique, on peut parler de symptômes prodromiques quand on sait l'évolution qui va avoir lieu après. C'est une nuance qui est très importante parce que si on prend des symptômes réputés prodromiques ou retrouvés de façon prodromique chez des patients qui ont effectivement développé une schizophrénie ultérieurement, on sait que lorsqu'on identifie ce type de symptômes chez une personne, la probabilité d'évoluer vers une maladie, elle est loin d'être inéluctable, elle est finalement relativement faible, entre guillemets, ce qui n'empêche qu'il faut mettre le paquet pour éviter que ça se produise. Et donc, ce qu'on appelle les symptômes prodromiques, pour faire un peu simple, c'est simplement des symptômes psychotiques atténués, transitoires, qui sont présents de façon fugace ou très subtile. Comme par exemple? Ça va être les mêmes symptômes que précédemment cités, c'est-à-dire des anomalies perceptuelles, par exemple, mais qui vont être présentes soit de façon un peu marquée, mais pendant très peu de temps, puis ça se résout de façon spontanée. Par exemple, il y a des patients qui décrivent l'impression que pendant une journée ou pendant quelques heures, ils ont eu l'impression que tout le monde autour d'eux était en train de jouer une pièce de théâtre.
et puis tout d'un coup, puis ça rentre dans l'ordre spontanément, ultérieurement. Ça peut être aussi simplement, on parlait d'idées persécutives, une espèce de vague sentiment persécutif qu'ils n'arrivent pas vraiment bien à définir, ou bien des petites anomalies où les aliments n'ont pas tout à fait le même goût, etc. Mais c'est vraiment subtil, il faut vraiment aller les chercher, ces symptômes, pour les identifier. Et encore une fois, ils sont pas non plus extrêmement... ils ne permettent pas de prédire l'évolution. C'est moins de 1 sur 3 qui a évolué à 3 ans. Donc c'est quand même pas suffisant pour bâtir toute une prise en charge. On a besoin d'aller un tout petit peu plus loin et surtout d'identifier parmi ceux qui ont des symptômes comme ça, d'essayer d'agir sur tout ce qui peut essayer d'éviter l'évolution néfaste. Et donc on est dans une situation où on n'a pas de diagnostic, mais on a une situation qu'on va dire à risque, on appelle même un état mental à risque, sur lequel on sait qu'il faut essayer là aussi pour faire simple, d'agir sur tous les éléments négatifs. Donc on parlait de stress, de substances, etc. On va être extrêmement actif pour réduire les consommations de substances. On va essayer d'aider si on voit qu'il y a manifestement une participation liée au stress, la mauvaise gestion du stress, il y a des thérapies cognitives et comportementales qui sont très actives là-dessus. Ça sont des choses qu'on va pouvoir mettre en place même si on n'a pas de diagnostic. C'est un peu comme quand vous faites de la prévention dans d'autres domaines. Un grain de beauté qui n'a pas l'air terrible, vous allez éventuellement vous en occuper, même si vous n'êtes pas sûr que c'est un mélanome. Voilà. Donc ça, c'est cette notion. Du coup, on retourne c'est un point de vue qui est complètement différent, qui est prospectif, et qui nécessite du coup qu'on révise beaucoup de schémas. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire ça y est, vous êtes schizophrène, terrible phrase. Rentrer dans ce parcours de soins. La plupart ne vont pas évoluer là-dedans. Et surtout, la première des choses, c'est qu'il faut aider les jeunes, puisqu'effectivement c'est la tranche d'âge généralement entre 15 et 25 ans, à se prendre soin d'eux sans pour autant les stigmatiser. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Vous disiez tout à l'heure quel est le principal frein à la recherche sur la schizophrénie, c'est que ça fait peur et c'est que c'est hyper stigmatisé. Et donc, globalement, on va rencontrer ce frein à tous les niveaux, y compris dans la facilité d'accès aux soins, y compris dans même lorsque les gens sont repérés comme fragiles, certains psychologues ou psychiatres vont vouloir dire, ou professionnels vont vouloir éviter qu'il soit vu par un psychiatre parce qu'il ne faut pas le stigmatiser. Et il est de fait qu'il faut qu'on repense le système de soins pour permettre une vraie évaluation. C'est là où on va boucler sur les problèmes cognitifs qu'on peut identifier, et puis surtout une prise en charge qui soit non stigmatisante, aidante, etc., etc. Et là-dedans, dans cette période prodromique ou dans cette période de sujet à risque, ou quand les premiers symptômes apparaissent, il est très important d'avoir cette évaluation cognitive parce qu'elle va permettre d'affiner aussi des pistes thérapeutiques, puisque on sait remédier certaines anomalies cognitives. Je suis sûre que tu en parles beaucoup mieux que moi. Et ça, c'est très important, parce que ça va aider le jeune, y compris s'il n'évolue pas vers un trouble schizophrénique. On parlera tout à l'heure de la question, effectivement, des soins, de la prise en charge, de la déstigmatisation, telle que vous venez de l'appeler de vos voeux, parce qu'on va voir à quel point c'est effectivement important. J'aimerais qu'on termine sur cette petite partie autour de la symptomatologie pour expliquer que on a parlé de ces délires et de ces hallucinations qui sont des marqueurs en tout cas très répandus dans l'esprit collectif de la schizophrénie. En fait, on parle de deux grands types de symptômes qui ont été en partie identifiés grâce aux travaux d'une neuropsychiatre américaine, Nancy Andreasen. Les symptômes positifs d'un côté, positifs pas au sens bénéfique, mais positifs, vous allez nous expliquer la différence, comme les délires et les hallucinations, et les symptômes négatifs qui sont là plutôt plus répandus dans la schizophrénie que les symptômes positifs, Anne Giersch. En tout cas, effectivement, les hallucinations et le délire sont pas les seuls symptômes, puisqu'il y a aussi... donc, on dit positif parce que ça vient en plus de l'activité mentale normale, enfin habituelle. Habituelle. Et... Ne pas prononcer le mot de normalité en psychiatrie. Et les symptômes négatifs vont être quelque chose en moins par rapport à ce qu'on
à ce à quoi on peut s'attendre. Donc ça va être le retrait social, le jeune qui va rester sur son lit sans rien faire, à fixer le mur, ou l'absence de contact social, les difficultés d'interaction sociale avec autrui, la difficulté. Alors, est-ce qu'elle est réelle ou pas? En tout cas, exprimer le plaisir et les affects, à répondre émotionnellement, etc., etc. Mais on peut rajouter aux symptômes positifs et négatifs aussi la désorganisation, qui fait partie des symptômes qui ont leur importance, avec des difficultés à élaborer un langage conceptuellement organisé. Tout le monde peut être désorganisé, évidemment, dans la vie. C'est pas très grave forcément, mais là, ça va toucher le langage, la capacité à mettre ensemble une émotion qui est congruente avec le discours, voir les mouvements qui peuvent être désorganisés eux-mêmes. Ce sont aussi des signes qui ont eu toute leur place dans les descriptions initiales de la schizophrénie. Sur ces symptômes négatifs, là encore, on voit bien, Marie-Odile Krebs, la difficulté de diagnostic, parce que dans ces symptômes négatifs, type aphasie, type perte d'affect, perte de lien social, ça peut définir beaucoup de pathologies distinctes. Alors c'est pas l'aphasie, c'est l'allogie, c'est la difficulté pardon. d'avoir un discours spontané. C'est plus difficile à repérer parce que c'est moins spectaculaire. Ça peut aussi être présent dans certains cas de dépression sévère ça peut aussi être dans certains cas secondaire à certains traitements, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup moins souvent un motif de consultation, beaucoup moins facilement repéré. Néanmoins, c'est finalement la principale difficulté pour les thérapeutes, puisque finalement, on a des médicaments quand même qui réduisent dans un bon nombre de cas les symptômes positifs, environ 70% pour les symptômes positifs. En revanche, les symptômes négatifs sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus résistants. Et je me permets d'insister sur cette troisième désorganisation. Le troisième homme, c'était notamment Peter Liddell qui a donné des travaux très importants, et puis d'autres depuis. Et cette dimension des organisations, c'est vraiment la perte de continuité du discours, mais aussi la perte de continuité de la pensée, avec une pensée désorganisée, décousue. Et en réalité, c'est extrêmement corrélé. C'est probablement la manifestation dans le quotidien, dans la présentation clinique, de certains troubles cognitifs. Et là aussi, c'est quelque chose qui répond pas bien au traitement et qui est souvent la principale source de difficultés du patient dans la vie de tous les jours. Children's games, sorrow.
Il est 16h35, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture, c'était Brain Disorder du groupe Assone. Nous parlons de la schizophrénie et des troubles schizophréniques tout au long de cette heure en compagnie d'Anne Giersch qui est directrice de recherche INSERM dans l'unité 114 de neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie ainsi qu'avec Marie-Odile Krebs qui est professeure de psychiatrie à l'université Paris-Descartes et directrice de l'équipe INSERM au centre de psychiatrie et de neurosciences de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Alors l'un des défis de la recherche autour de la schizophrénie consiste à identifier des marqueurs clair de la maladie. On a longtemps dit qu'il n'y en avait pas. La recherche à l'heure actuelle est en train de proposer qu'il en existe peut-être finalement, qu'il soit biologique, génétique, psychologique ou cognitif. Anne Giersch, vous avez publié une étude début septembre qui établit un lien entre troubles de la personnalité et perception du temps. Racontez-nous un peu de quoi il s'agit. Donc on a effectivement on est parti de ces troubles du soi en fait, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette difficulté d'une part à se définir soi-même, mais aussi peut-être des troubles du soi un peu plus élémentaires, cette capacité qu'on a de se sentir présent ici et maintenant, et aussi d'être ces notions qu'on a qui sont données en fait, qui sont très faciles, qu'on ne discute même pas, auxquelles on ne pense pas, qui sont qu'on est un être unique, continu dans le temps. Et ces choses-là, c'est cette perception-là qui est donnée, qui semble évidente, ne semble pas être une évidence dans la schizophrénie. On parle de la perte de l'évidence naturelle d'ailleurs dans cette pathologie. Et donc poser ces questions, c'est adresser des questions un peu compliquées et abstraites, puisque forcément on aborde des thèmes auxquels on ne pense pas spontanément, qui sont même souvent plutôt du domaine de la philosophie en fait, comme le thème de la continuité du temps. En fait, les phénoménologues ont décrit depuis très longtemps qu'il y avait une rupture du sens de la continuité du temps dans la schizophrénie. Et ils sont venus à cette conclusion parce que d'une part ils étaient influencés par les phénoménologies, je pense, et d'autre part parce que ils ont essayé d'interpréter avec des méthodes phénoménologiques ce que leur disaient leurs patients. Et les patients disent effectivement des choses comme un peu étranges. Bon, d'une part ils se sentent dépersonnalisés, ils ont une sensation de vide, mais ils disent aussi, il y a des citations très connues qui sont il y a tous ces moments maintenant, tous fous et sans ordre. Et c'est donc un patient qui parle. C'est la même chose avec moi-même, dit-il. Je suis un maintenant et mon identité change de moment en moment. Et ça, c'est des descriptions phénoménologiques. Donc, c'est une interprétation du discours du patient, qui est sans doute très fine, mais ça reste une interprétation. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une approche expérimentale sur non pas comment on estime le temps quand on doit dire il vient de se passer une demi-heure ou il s'est passé 5 minutes ou ça a été très vite ou très lentement. Non, c'est comment notre pensée est organisée, structurée temporellement. C'est-à-dire, quand on va parler à une certaine vitesse. Je vais pas dire à une certaine vitesse. Ça n'a plus de sens. Donc, on fait tout dans un certain temps, en fait. Et c'est cette structure temporelle qu'on a essayé de mesurer avec des tests très simples. C'est ces tests que je confondais pour des tests de la fonction exécutive, puisqu'il y a une part de mouvement dans ces tests. Il y a une part de fonction exécutive d'appuyer sur une pédale de frein. Oui, non. Sur un bouton réponse. Sur un bouton réponse. C'est ça. Voilà, c'est à ça que je pensais, qui m'a conduit à mon égarement de tout à l'heure. Mais expliquez-nous en quoi ça consiste. Concrètement, quels sont les tests que vous avez mis en œuvre pour justement mesurer cette continuité ou en tout cas évaluer cette continuité ou cette discontinuité du temps ? Le test revient à ce qui se passe quand vous attendez au feu rouge. Quand vous attendez au feu rouge, vous savez que le feu rouge va passer au vert. Vous ne pensez pas au temps, vous pensez juste que le feu rouge va passer au vert et que vous allez pouvoir démarrer. Mais en fait, vous avez appris tout au long de votre vie combien de temps ça prenait habituellement. Et vous pouvez vous en rendre compte si le feu rouge reste rouge un peu trop longtemps. Là, ça devient un peu pénible.
Donc, implicitement, sans même vous en rendre compte, vous évaluez le temps qui passe. Et on a mis en place une tâche qui s'apparente à ça, où il y a des petites cibles, et il faut effectivement appuyer sur un bouton réponse après chaque cible. Et il y a des cibles qui apparaissent sur un écran à des délais variables après un signal qui signe l'entrée le début de l'essai. Donc il y a un petit signal, et puis il y a un stimulus qui apparaît sur un écran d'ordinateur. Le sujet, il doit répondre aussi vite que possible. Plus le temps passe, plus on attend. Et on sait que le stimulus, il va apparaître au plus tard 1 seconde après le point de départ. Et comme on attend, eh bien, cette attente se traduit par le fait qu'on répond très très vite quand le signal apparaît. Et ce temps de réponse, c'est tout bête, ce temps de réponse signe l'attente et un moyen de mesurer comment on bénéficie du passage du temps à notre insu. Et c'est ça qui semble altérer dans la schizophrénie. C'est-à-dire, en général, ils y arrivent, en fait. Mais si, en plus, on regarde quels patients ont des troubles donc, de ce qu'on appelle du soi minimal, c'est-à-dire cette capacité à se sentir présent ici et maintenant, eh bien, ces patients-là ne bénéficient pas du passage du temps. Alors vous me direz, justement, c'est un problème attentionnel, en fait. Voilà, ils font pas attention au temps qui passe et c'est pour ça qu'ils sont altérés. Eh bien non. Si on leur dit, voilà, ça va venir à 400 millisecondes cette fois-ci, ou ça va venir à 1000 millisecondes cette fois-ci, ils arrivent à utiliser cet indice explicite, donc cet indice verbalisé, voilà, pour améliorer leur performance, tout comme les témoins. Donc il y a plein de choses qui marchent très bien en fait. Mais chez ces patients qui ont, encore une fois, des troubles du soi minimal, il y a une incapacité à bénéficier du temps qui passe. Et c'est ce qui semble donc être cohérent avec des études antérieures qu'on avait faites, où là encore, les patients avaient du mal à suivre les événements, ce qui se passe dans notre environnement, dans le temps, de façon fluide. Ce qui signifie que si on fait aujourd'hui des recherches en neuroimagerie pour identifier des bases neurologiques d'une zone de la perception temporelle, on pourrait peut-être trouver quelque part une raison précisément ou un endroit neurobiologique à étudier pour trouver des marqueurs de la schizophrénie. Effectivement, quand on a une tâche comme ça, c'est un outil pour aller voir ensuite quelles sont les aires qui sont activées pendant la tâche. C'est certainement pas une aire temporelle parce que ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas d'aire qui dit combien de temps s'est passé. C'est un ensemble de régions cérébrales qui sont impliquées, qui ont été identifiées dans cette tâche. Donc, c'est pas très compliqué maintenant, effectivement, d'utiliser la tâche pour aller en IRM et regarder quels sont les corrélats neuronaux. Donc, quel est le réseau neuronal qui éventuellement dysfonctionne dans la schizophrénie. Pour évoquer en lien avec cette tâche. En lien avec cette tâche, bien entendu. Pour évoquer un peu cette question des marqueurs de manière plus générale, on a longtemps dit qu'il n'y avait pas de marqueurs suffisamment fiables, qu'il n'y avait pas de marqueurs universels. Est-ce que c'est un dogme qui est en train de choir, qui est en train d'être revu, Marie-Odile Krebs? Pas vraiment. Aujourd'hui, à l'instant présent, on reste très optimiste. C'est vrai qu'on commence à avoir quand même une lecture biologique et développementale beaucoup plus claire, avec ce que je décrivais tout à l'heure, ce modèle de la double atteinte. Reste effectivement à pouvoir finalement aussi identifier ces différentes sous-formes de maladies, puisqu'on a dit dès le départ que c'était un ensemble de maladies probablement. Donc les marqueurs aujourd'hui, diagnostiques, on ne les a pas. Maintenant, et puis ça dépend ce qu'on appelle un diagnostic aussi. C'est-à-dire, si c'est pour caractériser ce syndrome, c'est-à-dire, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir maintenant une assez bonne description des troubles cognitifs ou des troubles d'imagerie qu'on rencontre souvent chez les patients. Comme je rappelais tout à l'heure, on aurait surtout envie d'avoir des marqueurs qui permettent soit de prédire l'évolution, soit d'identifier les processus qui sont en jeu pendant l'évolution vers l'entrée dans la maladie.
Et ça, pour l'instant, c'est un travail en cours de réalisation. On sait que, je parlais tout à l'heure d'une certaine mutation, il y a une mutation aujourd'hui qui est une duplication, une micro-duplication, une toute petite réplication sur le chromosome 22. Le gène C4 ? Non, c'est pas celui-là, c'est le 22q11. D'accord. Voilà, Parce que dans la littérature scientifique, il y a aussi une variation sur le gène C4 qui serait associée à une réduction du nombre de synapses observées dans le cerveau des personnes souffrant de schizophrénie. Il y a beaucoup de gènes qui peuvent être impliqués dans tout ça. Aujourd'hui, il y a deux types de modifications. Soit des modifications qui sont des mutations rares qui vont avoir un effet majeur. Donc l'emblématique, ou en tout cas la plus fréquente, c'est la microdélétion du 22q11 qui est maintenant bien identifiée. Le risque de développer un trouble psychotique qui s'apparente à la schizophrénie, c'est d'environ 30%. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a 15% de troubles de l'humeur, il y a 10% de troubles obsessionnels compulsifs, etc., etc. Et 10% de troubles de spectre autistique. En tout cas, c'est un vrai facteur de risque de développer un trouble. Donc, ces personnes porteurs de cette mutation devraient éventuellement être suivi de manière et éventuellement d'agir rapidement sur tous les éléments qui peuvent favoriser le développement de la maladie. Il y a d'autres mutations rares qui sont en train de commencer à être développées, un peu comme dans le trouble du spectre autistique, où on se rend compte que c'est il y a maintenant 40% des formes autistiques associées à une mutation, mais c'est des mutations très diverses les unes avec les autres. Mais généralement avec une surreprésentation de tous ces gènes qui sont impliqués dans la mise en place de la plasticité, dans la mise en place du développement, de la connectivité fonctionnelle. Donc les synapses, les connectivités, la substance blanche, etc., etc. Ce qui explique d'ailleurs, ce qui est un support possible pour justement ces difficultés l'anomalie de certains réseaux qui du coup va être impliquée et va donner lieu à certains symptômes. Un mot peut-être très rapidement et puis on va passer aux questions liées aux soins et au suivi médico-psychologique. Un mot sur les marqueurs sanguins également dans la littérature scientifique récente. Des marqueurs sanguins autour des cytokines, c'est une piste intéressante à suivre. C'est une piste extrêmement intéressante parce que c'est justement ces processus qui sont probablement en jeu dans l'apparition, dans l'évolution de la maladie. Et donc il y a plusieurs travaux aujourd'hui, que ce soit épidémiologiques mais aussi biologiques. On a publié une étude il y a 2 ans maintenant montrant que certains facteurs protéiques permettaient de prédire dans une population donnée, etc., etc. C'est une étude qui nécessite réplication, mais on identifie clairement que les protéines qui permettent, le panel de marqueurs qui permettent de prédire l'évolution vers un trouble psychotique vont toucher plutôt des facteurs liés à l'inflammation, les cytokines en sont, interleukines, etc., mais aussi des facteurs vraiment à proprement parler d'inflammation, aussi des facteurs liés à ce qu'on appelle le stress oxydatif. On a, nous, très récemment publié, et ça ce sont probablement des marqueurs très prometteurs, montrer que certains facteurs épigénétiques permettaient d'identifier des processus en jeu pendant la transition psychotique. Donc brièvement, l'épigénétique, c'est une des marques de l'environnement sur le génome. Voilà, sur le génome, sur la capacité d'expression du génome. On avait consacré, on en a parlé souvent, on a consacré une émission entière à ces questions dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. Voilà, et donc pour faire rapidement, dans une population donc de sujets à risque présentant des symptômes prodromiques, on a pu mettre en évidence que ces anomalies de méthylation, donc épigénétique, touchaient préférentiellement tous les systèmes de neuroplasticité, les systèmes de l'inflammation, donc notamment certaines cytokines, interleukines, et puis le système d'oxydoréduction, qui sont des cibles potentielles, les 2 derniers particulièrement, des cibles potentielles pour des prises en charge, des traitements qui vont modifier le cours de la maladie, c'est-à-dire empêcher l'entrée dans la maladie ou limiter les conséquences ou améliorer la guérison. Vraiment sur le processus évolutif, ce qui est vraiment un changement de point de vue important. Et d'où l'importance du diagnostic précoce que vous évoquiez tout à l'heure. Dans les quelques minutes qui nous restent, on va parler de quelques pistes thérapeutiques en recherche thérapeutique. Alors il y a évidemment tout un pan pharmacologique dans lequel on va pas rentrer ici. J'aimerais qu'on évoque une piste autour
de nouvelles perspectives dans le champ de la cognition sociale. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu dans l'unité de Christine Passerieux qui travaille justement dans ce champ de recherche. Oui, Christine Passerieux est psychiatre, elle est professeure de psychiatrie à l'université de Versailles-Saint-Quentin et chef du pôle psychiatrie et addictologie à l'hôpital de Versailles. Elle s'intéresse avec son équipe à cette espèce de ciment des interactions qu'est la cognition sociale. Pour le dire vite, la cognition sociale, c'est la capacité à comprendre les intentions d'autrui, à saisir les sous-entendus de ses interlocuteurs et plus généralement à avoir une aptitude à sociabiliser. Chez les personnes schizophrènes, comme chez les personnes atteintes d'autisme d'ailleurs, cette cognition sociale semble altérée. Et c'est la raison pour laquelle Christine Passerieux et son équipe ont mis en place une technique de remédiation cognitive visant à rééduquer cette cognition sociale chez les patients schizophrènes qui viennent les solliciter. L'hypothèse que nous on a formulée était que c'était par déficit d'utilisation du contexte, déficit d'intégration de l'ensemble des informations que les patients schizophrènes ne parvenaient pas à avoir une lecture correcte des intentions d'autrui. Pour bien comprendre où quelqu'un veut en venir, on a besoin d'intégrer une grande masse d'informations. L'hypothèse de Christopher Fries, elle était que les patients schizophrènes ne formulaient pas d'hypothèse. C'est une question importante en termes de mise en route de traitement, puisque dès lors qu'on a montré qu'il y avait cette compétence qui était déficitaire, l'idée évidemment était comment remédier à cette difficulté, et donc comment mettre en œuvre des techniques de rééducation, ce qu'on a développé dans le service. Et comme on avait ce modèle qui supposait que c'était par déficit d'intégration des informations que la personne n'arrivait pas à choisir la bonne hypothèse, on a construit cette technique de rééducation autour d'un cheminement progressif, d'inscrire les gens en fait dans une routine progressive qui conduisait à ce qu'ils formulent les hypothèses, à ce qu'ils réfléchissent sur les raisons pour lesquelles telle ou telle hypothèse n'était pas pertinente, jusqu'à arriver au choix de la bonne hypothèse et finalement à une hypothèse qui semblait pouvoir être partagée par tout le monde et qui semblait la plus vraisemblable. Alors ça, c'est la technique de soins qu'on a développée, qui existe encore aujourd'hui, à laquelle on a formé, je pense maintenant, à peu près 300 équipes en France, qui utilisent cette technique dans les centres de jour et dans les centres médico-psychologiques pour des groupes de personnes souffrant de schizophrénie. C'est une technique qui est basée sur l'utilisation de petits extraits de films. C'est une technique de thérapie de groupe. Le but du jeu, en quelque sorte, est d'apprendre à devenir de bons détectives sociaux, à partir à la fois de ces petits extraits de films, et puis après ça, on demande aux gens de raconter des expériences dans la vie quotidienne dans lesquelles ils ont eu le sentiment de ne pas avoir bien compris ou de ne pas avoir été bien compris par autrui. Et dans ces thérapies de groupe, on applique cette stratégie de construction progressive d'hypothèses, dans lequel, à partir des petits extraits de films, on propose un certain nombre d'hypothèses, on demande aux personnes de dire les raisons pour lesquelles les hypothèses sont possibles, probables ou improbables, et puis de décider collégialement, finalement, de ce qui doit être la bonne hypothèse et des raisons pour lesquelles c'est la bonne hypothèse. Et ce qu'on voit apparaître dans un premier temps chez les patients, c'est d'abord la prise de conscience que finalement, leurs hypothèses personnelles ne sont pas des hypothèses partagées par tout le monde. C'est-à-dire que c'est un premier temps de crise de conscience, en quelque sorte, qu'ils ont une difficulté au niveau de la compréhension de ce qui anime des intentions d'autrui. Et puis, une fois que cette première étape est passée, il y a une application dans comment, finalement, réussir, d'une façon qui est sans doute moins naturelle que chez tout un chacun, à réussir à avoir une connaissance partagée, une connaissance fondée des intentions d'autrui. Ça peut se traduire par le fait, finalement, que les gens vont apprendre à demander aux autres, mais finalement, où est-ce que tu veux en venir ? Dis-moi clairement, tu me dis ça, pourquoi tu me dis ça ? Et c'est quelque chose qui a pu être rapporté par les familles, des jeunes qui ont bénéficié de ces techniques de soins. Et les familles nous disent, dans la conversation, il arrive régulièrement que mon fils ou ma fille me demande de dire plus précisément mes intentions. Alors ça prend du temps, c'est plus long, mais ça évite les malentendus. Combien de temps dure à peu près ce parcours-là finalement ? Alors le parcours est prévu sur 10 séances de soins, il y a une séance par semaine et les séances elles-mêmes durent à peu près 2 heures à 2 heures et demie. Ce qu'on a pu montrer aussi, c'est qu'après cette première séquence de soins, finalement, il y a une progression qui est variable selon les personnes, mais qu'il est souvent nécessaire de faire des séances de rappel
ou de développer encore davantage la compétence. Et du coup, on a développé un second module de remédiation cognitive qui, lui, utilise la réalité virtuelle et qui repose à peu près sur cette même idée, mais avec des scénarios plus sophistiqués et surtout l'interaction directe du patient avec le personnage virtuel. Et donc là, c'est pas seulement la personne qui va commenter les intentions de personnes qu'il voit sur des films, mais la personne, au travers du jeu interactif, qui est directement impliquée dans des interactions et donc des partages de communication et d'intention. L'ensemble de ces travaux qui s'inscrivent dans le courant de la réhabilitation, de la remédiation cognitive, défendent l'idée que la schizophrénie est une pathologie curable, qu'il est possible d'obtenir de très grands niveaux d'amélioration, même si la maladie est encore là, qu'il est possible de vivre avec la maladie et avec finalement un niveau de qualité de vie, de rémission des symptômes et de ce qu'on appelle aujourd'hui le rétablissement, c'est-à-dire de pouvoir vivre une vie satisfaisante, peut-être différente de la vie qu'on avait rêvée au départ, mais une vie qui est une vie remplie. Et que pour parvenir à ce niveau de rétablissement et de rémission, il est utile et nécessaire de multiplier les niveaux d'action, que les médicaments sont loin d'être suffisants, que la psychothérapie au sens classique du terme d'accompagnement individuel sur la vie, c'est des choses qui sont utiles, mais que la rééducation des fonctions impliquées dans la vie quotidienne, c'est aussi quelque chose qui est possible. C'est un peu développer une médecine rééducative finalement en psychiatrie. Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp dans l'unité de Christine Passerieux autour de ces perspectives de travail sur le champ de la cognition sociale. Une réaction l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre rapidement. Anne Guiersch, Marie-Odile Krebs. Anne Guiersch. Je pense qu'on est toutes d'accord pour penser que la remédiation cognitive est quelque chose qu'il faut absolument diffuser plus largement en France parce que ça a des effets et que ça peut aider les patients et que c'est pas des méthodes fixées, figées, il faudra les faire évoluer, mais que je pense que notamment dans la prévention de l'entrée dans la schizophrénie, ça peut avoir toute son utilité et aussi dans la prise en charge des patients ultérieurs. Ça a sa place. Ça a sa place absolument à tous les niveaux, y compris chez des personnes qui souffrent d'un trouble qui est installé depuis un certain temps. Parce que ce que ça introduit comme notion importante et nouvelle, c'est que il faut bien sûr soigner les symptômes, mais il faut aussi accompagner pour améliorer la rémission fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité du sujet à retrouver une autonomie, à avoir les interactions, etc., etc. C'est très variable selon les patients, mais comme on a dans le domaine moteur, c'est-à-dire que une toute petite amélioration peut être absolument phénoménale et indispensable aux patients, même si parfois effectivement il y a des symptômes qui restent ou des difficultés qui sont encore bien présentes. Mais c'est extrêmement important et ça change complètement le rapport qu'on a avec les patients et le rapport que les patients ont avec leurs soignants ou avec leur entourage. C'est important, effectivement, il y a cette technique-là, il y a pas mal de choses qui se développent actuellement. Il y a aussi les thérapies cognitives et comportementales qui sont pour la psychose, qui sont en train de se développer, qui sont pas encore suffisamment développées, mais qui se développent aujourd'hui en France aussi. C'est essentiel. Tout à fait. Et de changer également certainement l'image que le grand public a longtemps conservée de la schizophrénie et des parcours de soins, ne pas faire entrer systématiquement, vous le disiez tout à l'heure Marie-Odile Krebs, de jeunes patients dans des structures de maladies chroniques. Bref, toutes ces pistes d'amélioration dont nous aurons l'occasion de reparler dans cette émission. Merci beaucoup Anne Guiersch, merci Marie-Odile Krebs. Je signale votre livre publié aux éditions d'Uno, Signes précoces des schizophrénies. On vous met le lien évidemment sur le fil Twitter et puis cette émission comme d'habitude, si vous en avez arrêté un bout, si vous voulez la réécouter, il suffit de la télécharger ou de la podcaster sur la page de la méthode scientifique sur le site franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Hugo Bartholomei, Céline Lausanne, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnard-Fontagny à la technique, Elisabeth Gornescoto au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture tout à l'heure après le journal de 18h. Trump, la coupe est pleine, c'est la question que posera Hervé Gardette à ses invités dans le Grain à moudre, sera aux alentours de 18h20. Dans quelques secondes, une nouvelle série documentaire toute cette semaine de lundi à jeudi. Sommes-nous libres de nos amis? C'est une série signée Emmanuel Paul et Christine Robert. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous parlerons de cet objet astrophysique étrange que l'on a pris un temps pour un signal extraterrestre et qui est devenu en fait une sorte d'horloge cosmique
cosmiques. Il s'agit des pulsars. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.